Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Palanque de La Brouille qui va nous parler de matière noire. Elle est directrice de recherche en cosmologie au CEA, en physique des particules. Elle a obtenu l'année dernière le prix Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année. C'est ce qui m'a fait avoir très envie de l'inviter ici. Elle participe à des expériences internationales de cosmologie, dont par exemple l'expérience DAISY, qui est basée aux États-Unis, qui cherche à obtenir de nouveaux résultats sur la matière noire et sur l'énergie noire. Donc elle est porte-parole pour toute l'expérience qui rassemble 650 personnes, donc voilà, c'est pas rien. Et puis elle m'a dit qu'elle aimait aussi beaucoup la diffusion des connaissances, qu'elle tenait ça très à cœur. Et voilà, donc ce soir elle va nous parler de plein feu sur la matière noire. Et en sortant d'ici, vous allez en savoir autant que moi sur la matière noire, j'espère. Merci. Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureuse d'être ici et d'ouvrir cette nouvelle séance de conférence, saison de conférence à l'Institut d'astrophysique de Paris, et je tiens à remercier justement l'IAP et tout particulièrement Florence pour cette invitation. Donc ce soir, je vais vous parler d'un des mystères les plus tenaces de l'astrophysique, puisqu'il s'agit de cette lancinante histoire de la matière noire. Alors, juste en deux mots, qu'est-ce que la matière noire? C'est une matière invisible, qu'on ne voit pas, mais dont on sent pourtant la présence, qui est extrêmement diffuse et omniprésente. Alors, pour la matière noire, disons pas sa présence, bien plus que les étoiles ou les galaxies, qui semblent pourtant les premiers objets qui sautent aux yeux lorsque l'on se tourne vers notre univers. Alors, le plan de mon exposé de ce soir, je débuterai en rappelant les faits historiques qui ont conduit à la mise en évidence de matière noire. Alors certains de ces faits remontent à près d'un siècle, mais je tiens tout de même à les rappeler parce qu'ils sont toujours d'actualité encore aujourd'hui. Ensuite, dans un deuxième temps, avoir mis en évidence l'existence de matière noire ne veut pas dire qu'on ait compris la matière noire. Et donc nous nous tournerons vers les différents moyens que l'on met en œuvre pour tenter d'en percer le mystère, de comprendre sa nature, sa composition et ses propriétés. Enfin, je terminerai cet exposé en présentant brièvement une autre perspective, c'est-à-dire une perspective selon laquelle on ne s'intéresse plus tant aux observations elles-mêmes qu'à leur interprétation. C'est cette approche que j'appelle législative. Et dans cette nouvelle approche, nous questionnerons les fondements mêmes de la gravitation et des lois qui régissent l'impact de la gravitation sur la matière. Alors, débutons avec ces faits historiques et commençons, comme je vous le disais, il y a presque un siècle, dans les années 1930. Cet astrophysicien suisse, Fritz Zwicky, s'intéresse au mouvement des galaxies dans l'amas de Coma et il regarde en particulier les vitesses à laquelle les différentes galaxies au sein de cet amas semblent se déplacer. Cette idée de regarder les vitesses est assez comparable à une mesure de vitesse de libération. Vous savez que pour envoyer une fusée dans l'espace, selon l'astre d'où vous lancez cette fusée, la vitesse que vous devez lui procurer est d'autant plus importante que l'astre est massif. Pour faire décoller une fusée de la Lune, vous n'avez pas besoin d'une vitesse aussi importante que pour faire décoller une fusée de la Terre. Cette relation entre masse et vitesse est extrêmement bien connue et on peut l'appliquer de la même façon à des objets qui gravitent au sein d'un amas de galaxies comme l'amas de Coma. Alors pourquoi? Parce que si une de ces galaxies a une vitesse supérieure à la vitesse de libération de l'amas, oui, je vais essayer, mais c'est vrai que j'ai tendance à parler très vite, alors je vais commencer moins vite et puis quand je redécolle, vous me ralentissez. Alors, les vitesses de ces galaxies, c'est le même principe que cette vitesse de libération. Si on observe une galaxie qui se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de libération de l'amas, alors elle s'échappe de l'amas et elle ne devrait plus continuer à tourner au sein de cet amas de galaxies. Alors, compte tenu des galaxies qui composent l'amas, il en estime les vitesses de libération de cet amas. Alors, attendez, voilà, ça y est, je trouvais le pointeur. Qu'il estime à une vitesse de 80 km par seconde, ceci en prenant en compte la masse qu'il estime pour les différentes galaxies qui constituent cet amas. Or, les vitesses qu'il mesure pour les galaxies qui semblent appartenir à cet amas, ce sont des vitesses très nettement supérieures, de l'ordre de 1000 km par seconde. Rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que
puisque la vitesse de libération est associée à la masse de l'objet, pour que les galaxies aussi rapides que 1000 km par seconde appartiennent encore à l'amas, c'est que l'amas est beaucoup plus lourd que la masse qu'il avait estimée pour cet amas à partir de la lumière émise par les étoiles qui composent cet amas de galaxies. Il faut une quantité de matière non lumineuse très conséquente, à peu près 100 fois plus importante que la quantité de matière qu'il observe sous la forme d'étoiles dans cet amas de galaxies. Alors, cette découverte est absolument spectaculaire, mais malheureusement, Fritz Zwicky avait des idées assez farfelues. Il n'était pas particulièrement apprécié par ses collègues, encore moins par les étudiants qu'il avait tendance à critiquer à longueur de journée. On rapporte qu'il traitait ses collègues d'idiots sphériques. Alors, certains lui demandaient pourquoi sphérique. Et il disait quel que soit l'angle sous lequel tu le regardes, il est toujours aussi idiot. Ce n'est pas avec des commentaires comme ça qu'il s'attirait particulièrement la compassion de ses collègues. Et pas davantage, d'ailleurs, la crédibilité pour certaines de ces découvertes pourtant fantastiques qu'il a effectuées de son vivant. Donc cette idée de masse manquante au sein de l'amas de Coma est restée assez inaperçue pendant pas loin de 40 ans. Et on a commencé à reparler de matière noire dans les années 1970 en s'intéressant à des galaxies individuelles. Alors, cette fois-ci, la comparaison que je vais vous faire, c'est avec un système solaire. Le système solaire, l'essentiel de la masse est dans le Soleil. Les galaxies ne sont que des petits grains de poussière dans un système solaire comme le nôtre, et toute la masse de notre système solaire, c'est dans le Soleil. Et donc, on a une loi extrêmement simple qui permet de déterminer la vitesse à laquelle ces différentes planètes tournent autour du Soleil, qui décroît avec la distance de la planète au Soleil et qui croît avec la masse à l'intérieur, mais qui ici est la même pour tous les objets. Donc, dans le système solaire, on peut estimer, on connaît la masse de notre système solaire, et donc, compte tenu de la constante de gravitation et de la distance des différentes planètes au Soleil, on peut prédire la vitesse à laquelle ces différentes planètes tournent autour du Soleil. Et là, cette loi extrêmement simple marche très très bien, et je vous donne ici la courbe dessinée par cette équation, 2 exemples pour Mercure et la Terre en fonction de leur distance, et on retrouve très bien la vitesse de rotation de ces planètes autour du Soleil. Cette équation marchant si bien, cherchons à l'appliquer aux galaxies de la même façon. Et donc voici ici l'exemple d'une galaxie spirale où on va tenter d'appliquer cette même équation à la distribution de masse de la galaxie. Alors la courbe que j'ai dessinée n'est pas tout à fait la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, elle faisait que décroître parce que la masse du système solaire, comme je vous le disais, elle est toute dans le Soleil, donc tout au centre. Pour une galaxie, ce n'est pas tout à fait aussi vrai. Toute la masse n'est pas au centre de la galaxie. On continue à augmenter la masse, on continue à faire croître la masse de la galaxie quand on commence à s'éloigner des régions centrales. Puis ensuite, la masse devient à peu près constante parce que les régions périphériques de la galaxie ne comptent plus de façon significative. Et donc, on peut considérer que la masse devient constante et on retrouve la décroissance que l'on avait tout à l'heure. Donc la croissance initiale, c'est juste parce que la masse continue à croître quand on commence à s'éloigner. Et après, on retrouve la même décroissance que tout à l'heure. Donc ça, c'est la courbe simplement à laquelle on s'attend que les objets, donc là les étoiles, tournent autour du centre d'une galaxie comme la nôtre. Et voici les points de mesure. Rien à voir avec la prédiction. Et là, il n'y a pas d'erreur. L'équation théorique, on l'a testée dans le système solaire, elle marche extrêmement bien. Pourquoi ne marche-t-elle pas ici ? Alors, cette observation-là, c'est Vera Rubin dans les années 70 qui l'a effectuée pour la première fois et qui en vient à conclure que puisqu'on observe que les étoiles semblent tourner à des vitesses constantes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la galaxie, c'est qu'une fois de plus, il faut invoquer une matière supplémentaire à celle que l'on voit et qui est représentée ici sous la forme d'un halo sombre dont la masse permettrait à ces vitesses de continuer à être constante alors que l'on s'éloigne bien au-delà des régions qui contiennent l'essentiel de la masse de la galaxie. Ceci est le cas pour les galaxies qu'a étudié Vera Rubin. Qu'en est-il pour notre propre galaxie ? Voici une simple image, c'est la même chose. On peut également mesurer les vitesses à laquelle les étoiles tournent autour du centre de notre galaxie. Et on observe là encore un grand désaccord qui nécessite l'invocation d'un halo de matière noire dont la masse sera à peu près 10 fois supérieure à la masse des étoiles qui composent la Voie lactée, notre galaxie. Continuons notre petit parcours historique. On est maintenant dans les années 1990.
on s'intéresse à des amas de galaxies et l'on peut observer quelques photos absolument magnifiques comme celle-ci où autour de cet amas de galaxies, on observe des tas d'arcs qui semblent concentriques autour des amas de galaxies et qui ne sont rien d'autre que les images de galaxies situées derrière l'amas, déformées par un effet de loupe lié à la masse de l'amas en avant-plan. Donc ces arcs ici, on les appelle des lentilles gravitationnelles ou des arcs gravitationnels et qui sont des effets de déformation gravitationnelle à cause de la masse de l'amas. Alors je vous montre une petite illustration ici du fonctionnement de ces lentilles gravitationnelles. Donc vous avez ici une véritable lentille gravitationnelle dont l'effet est comparable à celui de loupe que l'on a si on pose une bille de verre sur une table et où on voit la table derrière la bille de verre qui est totalement déformée par l'effet de loupe de cette bille de verre. C'est la même idée qui s'applique ici. On a là la lentille gravitationnelle, donc ce que j'appelle lentille, c'est une galaxie ou un amas de galaxies en avant-plan. Et voici la galaxie qui est située derrière cette lentille, telle qu'on la verrait normalement, et telle qu'on la voit déformée par l'effet gravitationnel de la lentille en avant-plan. Et donc la superposition de ces deux images-là vous donne ce que l'on observe effectivement lorsque l'on regarde cette région du ciel où la galaxie en arrière-plan apparaît totalement déformée en raison de la masse en avant-plan. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déformation permet d'estimer la masse de la galaxie en avant-plan ou de l'amas de galaxies. Et donc c'est ce qui est effectué sur ce cas ici. D'autres cas également, comme cette image-ci, vous voyez de nouveau un amas de galaxies ici, donc une concentration de plusieurs galaxies, et des tas de petits arcs tout autour, beaucoup plus petits que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais tout aussi nombreux, qui sont ces déformations d'objets situés derrière l'amas de galaxies. Alors, quand l'on compare une fois de plus masse visible sous forme d'étoiles et masse gravitationnelle, qu'est-ce que l'on constate ? De nouveau un désaccord de l'ordre d'un facteur 100, comparable à ce qu'avait observé Fritz Zwicky 60 ans auparavant entre masse lumineuse et masse gravitationnelle. Donc il nous manque une grande quantité de matière qu'on ne voit pas et qui pourtant a une influence gravitationnelle indiscutable. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, ce sont des images en optique. Le spectre électromagnétique couvre bien plus que la simple fenêtre optique. En particulier, on peut observer cet amas de galaxies au moyen de rayons X. Et c'est particulièrement instructif parce que l'amas de galaxies, qui était juste un lot de galaxies isolées, quand on le regarde en rayon X, il est baigné d'une lumière intense et concentrique avec le centre de l'amas, que l'on voit ici en lumière bleue. Alors ce sont des fausses couleurs parce qu'il s'agit de rayons X, mais ce qu'il faut vraiment constater, c'est que ce ne sont plus des points isolés que l'on observe en rayons X, mais vraiment cet halo de lumière émise dans les rayons X et qui est représentatif d'une masse complémentaire qui vient d'un gaz ionisé qui englobe l'ensemble de l'amas de galaxies. On peut également comprendre les propriétés de ce gaz, qui a une masse non négligeable et qui est de fait 10 fois supérieure à la masse sous forme d'étoile dans cet amas de galaxies. Donc ça veut dire que les galaxies, ce n'est pas l'essentiel de la masse d'un amas de galaxies, le gaz qui entoure ces galaxies a une masse 10 fois supérieure. Alors est-ce qu'on est au bout de nos peines ? Ben non, parce que la masse que l'on cherche à trouver, c'est 100 fois plus que les étoiles. Donc on en a compris une partie, mais loin d'être l'essentiel de la masse d'un amas de galaxies. Et donc, en conclusion de ce petit rappel historique, qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est que cette confrontation entre les modèles, les prédictions et les observations en astrophysique nous mène à conclure que tout ce que l'on a pu observer jusqu'ici, c'est-à-dire les étoiles, les galaxies, le gaz dont on vient de parler, également les objets plus courants comme les hippocampes ou les girafes, tout ceci ne constitue qu'une très faible fraction de la matière, 15% ou plus, et l'essentiel de la matière, 85% de la matière, est sous une forme non comprise encore de matière noire. Donc voici clairement plusieurs pistes indépendantes qui nous montrent la nécessité d'une grande quantité de matière noire dans l'univers qu'il nous reste à comprendre. Alors pendant vraiment des décennies, on a eu une piste très prometteuse pour l'explication de cette matière noire et qui nous vient de la physique des particules. Alors, je vous montre ici une petite frise historique très rapide parce qu'en fait elle couvre à peu près 15 milliards d'années, 14 milliards d'années,
Ça commence ici avec le Big Bang et on a en fait le suivi chronologique de l'histoire de l'univers et en particulier en fait le Big Bang et son expansion jusqu'à la formation des galaxies aujourd'hui. Donc le Big Bang, c'est une soupe extrêmement dense et chaude, un plasma initial dans lequel tout ce que l'on observe aujourd'hui est sous forme de particules qui interagissent perpétuellement les unes avec les autres. L'univers est en expansion, peu à peu ces particules se distancent les unes des autres, les protons et les électrons se combinent entre eux pour devenir de la matière neutre, l'hydrogène, puis l'hélium, on forme les éléments les uns après les autres, petit à petit on finit par former des étoiles, des galaxies et un univers qui ressemble à l'univers que l'on voit aujourd'hui. Dans cette soupe de particules initiales, il y a non seulement les particules que l'on connaît aujourd'hui, mais d'autres particules que la physique des particules, que le modèle standard de la physique des particules invoque de façon assez naturelle pour compléter son modèle standard. Et parmi ces particules exotiques, que l'on n'a pas encore observées aujourd'hui, mais qui semblent nécessaires pour compléter le modèle standard de la physique des particules, sont certaines particules que l'on appelle des WIMPs, qui est un acronyme anglais qui veut dire des particules massives, interagissant très peu, qu'on n'a pas mis en évidence aujourd'hui, mais qui sembleraient naturellement présentes dans ce modèle. L'intérêt de ces WIMPs, alors je vous remontre parce que là ça fait longtemps que c'est passé, dans ce plasma initial où les particules interagissent sans cesse les unes avec les autres, les WIMPs sont des particules qui peuvent s'auto-interagir, s'auto-annihiler, et s'auto-annihilant forment des photons gamma comme toute particule qui s'annihile, qui n'émet plus que de la lumière. Mais l'univers étant en expansion, tous les WIMPs ne se seront pas annihilés, et aujourd'hui il devrait en rester une certaine quantité. Et les calculs montrent que, de façon assez extraordinaire, la quantité de WIMP qui devrait rester aujourd'hui colle assez bien, un facteur, alors quand on dit assez bien, ce n'est pas 10%, hein, ça pourrait être un facteur 2, un facteur 10, mais les ordres de grandeur sont tels que c'est quand même extrêmement satisfaisant de voir qu'on a une particule qu'on a invoquée pour des raisons purement théoriques qui pourrait expliquer parfaitement la matière noire que l'on a mis en évidence au niveau de l'astrophysique. Alors, ces WIMPs, cherchons à les créer, à voir si on peut effectivement les observer, puisqu'ils viennent de la théorie de la physique des particules. C'est en particulier la physique des particules qui va chercher à créer ces objets pour pouvoir confirmer leur existence. En particulier, donc, je vous montre ici une photo du CERN où a été créé le LHC, cet immense accélérateur de particules. Vous avez ici la photo de l'un des détecteurs qui étudie les particules qui sont créées dans cet anneau d'accélération lors des collisions. Le LHC a fait de très belles découvertes. En particulier, vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs, qui a été découvert dans les années 2008. Mais à ce jour, aucune trace de WIMPs dans l'accélérateur du LHC. À défaut d'avoir réussi à les créer, on va voir si on a réussi à mettre en évidence ces WIMPs qui devraient s'accumuler dans les régions denses, comme par exemple le halo de notre propre galaxie. Alors pour détecter des WIMPs, on doit faire appel à des détecteurs extrêmement sensibles, parce que je vous ai dit, l'acronyme signifie interagissant faiblement. Donc ça veut dire que pour aller les mettre en évidence, il va falloir des techniques particulièrement subtiles. Donc on doit utiliser des gros détecteurs, puisqu'ils n'interagissent pas très souvent. On doit aussi s'affranchir de tout ce qui est bruit de fond environnant, donc en particulier de la radioactivité environnante qui pourrait créer des signaux comparables à ceux des WIMPs. Donc juste pour vous donner quelques exemples ici, ces détecteurs sont sensibles à une élévation de température lorsque le WIMP interagit sur un noyau du détecteur de quelques millionièmes de degrés. On doit également s'affranchir d'un facteur de plusieurs ordres de grandeur aujourd'hui par rapport à la radioactivité environnante. Et donc pour ce faire, non seulement on a des techniques élaborées, mais en plus de ça, on fait ces observations dans des souterrains sous la montagne pour que la roche de la montagne arrête la plupart des rayonnements qui pourraient interagir au sein de nos détecteurs. Mais aujourd'hui, pas la moindre trace de WIMPs dans aucune des expériences de ce type. Je vous ai quand même mentionné qu'il y aurait aussi des espoirs, donc pas que des déconvenus. Donc voyons quels sont ces espoirs de découverte de la matière noire dans les observations en astrophysique. Alors, les WIMPs, je vous rappelle, ils s'auto-annihilent, ça veut dire que quand ils interagissent entre eux, ils produisent des photons gamma. Enfin, à défaut d'avoir réussi à mettre en évidence ces WIMPs, voyons si on n'arriverait pas à mettre en évidence un flot de photons gamma quelque part dans l'univers qui pourrait être la signature de l'interaction des WIMPs entre eux.
Alors, où est-ce qu'on peut essayer d'avoir une chance d'observer de telles collisions? Dans les régions où les WIMP seront assez nombreux, puisqu'ils ne sont quand même pas très nombreux aujourd'hui. Donc, la seule propriété que l'on sache de ces WIMP, c'est que si on veut qu'ils constituent la matière noire, il faut qu'ils interagissent gravitationnellement. Donc, s'ils interagissent gravitationnellement, là où la gravité est plus forte, on doit en trouver. La gravité, où est-ce qu'on a une trace plus importante? C'est dans les régions les plus denses, donc dans le centre de la Terre, dans le centre des galaxies. Et c'est là qu'on va essayer de voir si on peut trouver des WIMPs. Et donc, ces photons gamma qui seraient émis lors de l'annihilation des WIMPs. C'est l'objectif, entre autres, d'un satellite qui s'appelle le satellite Fermi, qui a été lancé par la NASA en 2008. C'est un détecteur de rayons gamma et qui va en particulier aller observer le centre des galaxies et le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Alors voici, juste parce qu'elle est jolie, une image de la Voie lactée en optique. Voici la même Voie lactée, mais alors tout à l'heure, c'est telle qu'on la voit dans le ciel, avec le fait qu'elle apparaît effectivement non horizontale dans le ciel. Maintenant, pour faire des études en astrophysique, on la place horizontale. Donc, notre Voie lactée ici, c'est le plan horizontal dans cette image. Et la zone centrale que l'on voit ici, c'est le centre de notre Voie lactée. Alors, il ne paraît pas beaucoup plus brillant que le reste. Au contraire, on aurait envie de dire qu'il est plus sombre que d'autres régions. Pour le centre, ce n'est pas terrible. Mais en fait, c'est parce que toutes les étoiles qui sont dans le centre de la Voie lactée sont masquées en grande partie par un nuage de poussière qui absorbe la lumière des étoiles. Donc ça, c'est la région centrale de notre Voie lactée, toujours en optique. Mais maintenant, intéressons-nous à ce que Fermi observe de cette région-là, mais cette fois-ci dans le domaine des rayons gamma. Et voici l'image obtenue par Fermi. Rayons gamma, donc une fois de plus, je suis obligée de faire appel à des fausses couleurs pour vous montrer ce que l'on observe. Mais voici le centre de la Voie lactée de notre galaxie en rayons gamma. Alors, les espoirs commencent à renaître. On a bien une accumulation de photons gamma qui proviennent du centre de la galaxie. Alors, zoomons un petit peu plus sur cette région-là. Bon, ce n'est pas une région très, très lisse, très uniforme. On a des taches ici, des excroissances, qu'en fait on peut associer à des pulsars, donc des objets bien spécifiques qui sont des résidus stellaires et que l'on sait émettre des photons gamma. On a une liste assez, peut-être pas exhaustive, mais assez complète de pulsars dont on connaît l'existence dans la région centrale de la Voie lactée, donc on peut les enlever. Et voici le résidu, donc l'image qui nous reste des photons gamma observés par Fermi. Une fois qu'on a enlevé tous les pulsars connus, il y a encore une zone qui émet des photons gamma dans la région centrale de notre Voie lactée, donc ce qui correspond assez précisément à ce que l'on espère observer de la preuve d'une accumulation de WIMPs dans la région centrale de notre Voie lactée. Alors, voilà ce qu'on a pu observer dans notre galaxie. Est-ce que l'on peut voir la même signature dans une autre galaxie pour pouvoir affirmer que l'on a bel et bien mis en évidence des WIMPs? Alors, tournons-nous vers notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède, que l'on voit ici en optique, donc dans le domaine visible. Et voici ce que Fermi a observé sur la galaxie d'Andromède, un énorme flash de rayons gamma qui semble également provenir de la région globalement centrale de Andromède ou M31. Alors, qu'est-ce que l'on doit en conclure? Est-ce que l'on a enfin découvert les WIMPs? Essayons d'interpréter un petit peu ces données. On a observé deux galaxies qui sont complémentaires. Dans notre Voie lactée, les observations ne sont pas très faciles parce qu'on est nous-mêmes dans la Voie lactée, donc on est dans le plan de la Voie lactée. Ce n'est pas toujours facile d'aller distinguer les objets individuels et l'effet de projection des photons que l'on observe. Pour Andromède, on la voit quasiment de face, c'est beaucoup plus simple. Par contre, Andromède est plus loin, donc on n'est pas aussi capable dans la galaxie d'Andromède d'aller enlever un à un les pulsars dont on sait émettre également des photons gamma. Néanmoins, dans les deux cas, on voit une émission qui provient de la région centrale, et donc ça, c'est vraiment ce que l'on recherche. Malheureusement, on sait qu'il existe des types de pulsars qui ne sont pas ceux que l'on a pu enlever, mais qu'on appelle des pulsars recyclés, c'est-à-dire des objets vieux, mais qui ont continué à accumuler de la matière grâce à la proximité d'une étoile voisine, compagnon de ce pulsar, et qui continue à alimenter le pulsar et à le faire tourner plus vite, c'est pour ça qu'on l'appelle recyclé ou milliseconde, et qui de nouveau va émettre des photons gamma. Donc malheureusement, ces petits pulsars-là, qui sont associés à des étoiles qui vivent extrêmement longtemps, peuvent se trouver un peu n'importe où dans les galaxies et pourraient créer un signal comparable à celui que l'on a observé. Donc, côté rayons gamma, qu'est-ce que l'on peut dire?
On a observé des accumulations de photons gamma depuis le centre de 2 galaxies, la Voie lactée, notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède. Malheureusement, on a 2 interprétations possibles pour expliquer cette accumulation. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas trancher clairement. Et il nous faut des observations complémentaires pour savoir s'il s'agit de pulsars recyclés ou bel et bien des WIMPs que l'on recherche. Bon, des astrophysiciens ne s'arrêtent pas nécessairement à une seule observation. Et même si l'on a des raisons d'aller chercher des WIMPs sous la forme de rayons gamma, essayons de voir néanmoins quelles sont les autres signatures possibles de matière noire, pas uniquement dans les rayons gamma, mais dans d'autres types d'observations, par exemple les rayons X. Voici ici une carte, alors avec des observations superposées optiques et rayons X de l'amas de Persée, donc un autre amas de galaxies, sur lequel je me concentre à présent sur les émissions dans le domaine des rayons X. Alors, dans le domaine des rayons X, on a beaucoup plus basse énergie que les rayons gamma. C'est là que l'on observe des observations provenant des transitions électroniques des différents éléments. Et sur cet amas-là, on arrive à voir, on a une émission X, donc qui est ici dans ces fausses couleurs, qui est extrêmement intense, et dont on arrive à comprendre l'essentiel de l'intensité, à l'exception d'une petite zone en énergie, ici, autour de 3,5 kV. Donc ça, c'est la distribution des résidus une fois qu'on a enlevé toutes les contributions connues. Donc on a une intensité qui est essentiellement nulle, puisqu'on a enlevé tout ce qui était connu. Mais là, il y a clairement un signal à une énergie de 3,5 kV qu'on n'arrive pas à expliquer par aucune des interprétations que l'on a pu invoquer, ni instrumentale, ni observationnelle, compte tenu de toutes les transitions auxquelles on s'attend. Là, ces rayons X, on ne parle plus de WIMPs. Les WIMPs, je vous avais dit, c'était dans le domaine des rayons gamma qu'on devait les chercher. Donc là, il s'agit de quelque chose de nouveau, à des énergies beaucoup plus basses, donc un objet qui n'a rien à voir avec les WIMPs, mais qu'on a baptisé, par exemple, neutrino stérile. Alors, on cherchait un candidat pour la matière noire, et qu'est-ce que l'on a en fait? On en a 2 potentiels. Aucun des 2 totalement confirmé aujourd'hui, mais 2 candidats au lieu d'un. Alors, comparons un petit peu les cartes d'identité de ces 2 candidats. Je vous ai parlé très longuement de WIMP. On a une extrêmement forte motivation théorique pour l'existence de WIMPs, puisqu'ils sont prédits par la physique des particules. En ce qui concerne les neutrinos stériles, il ne s'agit pas de motivation théorique, ils nous sont un petit peu tombés dessus sans qu'on les cherche véritablement. Donc au niveau de la motivation, c'est beaucoup plus moyen. Dans aucun des 2 cas, on a de preuves directes de son existence. Par contre, on a des indications de phénomènes qui pourraient s'expliquer par l'un ou l'autre de ces 2 candidats. La différence principale entre ces 2 candidats de matière noire, le WIMP, c'est un objet extrêmement lourd. Et comme tous les objets lourds, il est peu mobile. Le neutrino stérile, à l'inverse, c'est un objet léger. Et comme la plupart des objets légers, c'est un objet rapide. Et cette notion de lourd et peu mobile ou léger et rapide, ça rappelle ce que l'on peut avoir dans des gaz. Et donc, ce que l'on va maintenant, ce à quoi on va s'intéresser, c'est ce que l'on appelle la température de la matière noire. Et on associe le WIMP, objet lourd et peu mobile, à un gaz froid. Et donc, on va l'appeler matière noire froide. Et on associe le neutrino stérile rapide et léger à un gaz chaud. Et on va l'appeler matière noire chaude. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on peut aborder cette question sous plusieurs angles. On peut chercher à comprendre les objets, mais on peut essayer, à défaut de trouver la preuve que les objets sont ceux que l'on cherche, à en comprendre les propriétés. Et donc là, vous voyez qu'il y a une propriété quand même très différente pour les 2 objets. Dans un cas, un gaz froid, dans l'autre cas, un gaz chaud. Et on va maintenant s'intéresser à l'impact de ces 2 propriétés sur l'astrophysique au sens large. Alors, comment différencier ces 2 types de gaz ou ces 2 types de particules? Ce que je vais vous montrer là, ce sont des simulations de l'univers qui démarrent très tôt dans l'histoire de l'univers, où tout est homogène, isotrope. Il n'y a pas encore les grains qui vont former les galaxies, mais on va laisser ces 2 univers évoluer pour former les galaxies que l'on observe aujourd'hui. Dans un cas à gauche, où toute la matière noire sera froide, dans l'autre cas à droite, où toute la matière noire serait au contraire chaude. Alors voyons comment évoluent ces 2 univers. Est-ce que je peux les faire évoluer? Oui. Donc peu à peu, lorsque la matière noire est froide, les premières galaxies se forment très tôt, parce que comme ça bouge peu, les puits de potentiel vont pouvoir accumuler très rapidement la matière autour d'elles. Dans le cas de l'univers chaud, comme vous voyez là, ça va être beaucoup plus lent.
on en est il y a 10 milliards d'années. On continue à laisser ces deux simulations évoluer vers aujourd'hui. 5 milliards d'années, 4 milliards d'années, elles commencent à se ressembler. Ben, c'est pas juste fortuit, c'est espérable, parce que ces simulations doivent représenter ce que l'on observe aujourd'hui. Donc il faut qu'au départ, ce soit homogène, qu'aujourd'hui, elles se ressemblent suffisamment pour que les deux soient réalistes. Mais on a vu que les étapes intermédiaires sont extrêmement différentes. Donc là, vous avez dans les deux cas une grosse galaxie, comme la Voie lactée, mais formée dans deux cas d'univers très différents. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc, on l'a vu, non, c'est pas là, hop, ici. Dans des étapes tôt dans l'histoire de l'univers, ici, il y a 12 milliards d'années, ces deux cosmologies, ces deux univers n'ont rien à voir. Aujourd'hui, on a une galaxie qui est assez comparable dans les deux cas de figure. J'ai dit assez comparable. Mais alors maintenant, intéressons-nous de plus près à cette galaxie qui a été formée et voyons si dans les détails, il n'y a pas des différences quand même essentielles. Est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre ces deux galaxies, à gauche et à droite, qui sont la même galaxie, mais dans deux conditions différentes de matière noire? Est-ce que vous voyez quelle est la différence principale que l'on peut mettre en évidence? Voilà, là, il y a des grumeaux, une quantité de grumeaux qui est nettement plus importante qu'ici. Ces grumeaux, ces densités d'étoiles, qu'est-ce que ça peut être? Autour d'une Voie lactée, par exemple, ce sont des petites galaxies satellites. De fait, de la Voie lactée, on sait qu'il existe des petites galaxies satellites. Il y a la galaxie naine du Sagittaire, mais décidément, voilà. Donc, ce sont des tas de petites galaxies satellites qui sont extrêmement nombreuses dans le cas de matière noire froide, très peu courantes dans le cas de la matière noire chaude. Alors, comparons ici la cartographie des galaxies satellites que l'on connaît dans la Voie lactée. À ce jour, on en connaît une cinquantaine. Ce n'est pas terrible. Là, on en voudrait des dizaines de milliers. Là, on en voudrait peut-être une cinquantaine. Alors, est-ce que c'est là la réponse? Retournons-nous de nouveau vers les simulations numériques. Cette simulation numérique que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une simulation numérique de matière noire. Maintenant, regardons la composante étoile de cette simulation numérique. Parce que nous, les galaxies satellites que l'on observe, on les observe parce qu'elles contiennent des étoiles. Donc, est-ce que les étoiles sont présentes dans chacun de ces petits grumeaux? Voici la distribution des étoiles dans cette même simulation. Ben mince, les grumeaux, il n'y en a finalement pas beaucoup qui vont accumuler les étoiles et qui vont donner naissance à des petites galaxies satellites. Donc, une fois de plus, la conclusion est un petit peu délicate. Certes, le nombre de galaxies satellites visibles dans notre Voie lactée, par exemple, est nettement inférieur à celle qui est prédite pour le cas de la matière noire froide. Mais la matière noire, ce ne sont pas les étoiles. Or, côté étoiles, là, on est beaucoup plus proche des observations de la Voie lactée. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait qu'on est limité. Ces petites galaxies satellites, elles sont petites justement, elles sont très peu lumineuses, très peu visibles. Donc il nous faut des instruments de plus en plus sensibles pour arriver à les mettre en évidence, à les détecter, à les observer. Et de fait, il y a, je dirais, 20 ans, on en connaissait une ou deux des galaxies satellites. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine. Lorsque l'on va avoir des télescopes de plus en plus performants, qui sait si on ne va pas finalement découvrir des milliers de galaxies satellites, et auquel cas, on est limité par un biais observationnel aujourd'hui. Donc, on a une indication, là encore, mais qui est un petit peu difficile à mettre en évidence au vu des techniques d'aujourd'hui. Alors, allons à plus grande échelle. Je vous ai montré tout à l'heure cette simulation. Vous voyez qu'à très grande échelle, on s'attend quand même à des évolutions de l'univers qui sont suffisamment différentes pour qu'on puisse tenter de chercher à les mettre en évidence. Alors voici une distribution de galaxies, une photo de galaxies par le Hubble Space Telescope, donc un des télescopes les plus performants pour observer l'univers lointain. Mais là, c'est ce à quoi on s'attend quand on observe des galaxies. Maintenant, toute cette région-là, c'est ce petit carré-ci de cette carte de distribution des galaxies observée par un autre instrument, mais où là, chacun des petits points, c'est une galaxie, et vous voyez en fait la distribution des galaxies à bien plus grande échelle que ce qui est montré dans l'image de droite. Et donc à bien plus grande échelle, qu'est-ce que l'on observe? Alors ce ne sont plus les galaxies individuelles, mais ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que les galaxies se sont créées sur des filaments, qu'il y a une structure dans l'univers, que ces galaxies ne sont pas aléatoires, ne sont pas uniformément réparties dans l'univers, mais selon des structures, des filaments que l'on peut mettre en évidence.
Et justement, ces filaments, on s'attend à ce que leur distribution soit différente selon que l'on soit dans un univers avec de la matière noire froide ou dans un univers avec de la matière noire chaude. Globalement, à très grande échelle, la distribution est la même, mais si on regarde ce qui se passe à petite échelle, les filaments ont l'air beaucoup plus nettoyés lorsque la matière est chaude, ce qui est assez normal, d'ailleurs on le comprend intuitivement, si la matière se déplace beaucoup, elle ne va pas arriver à s'accumuler pour former des galaxies, et donc ça va faire un effet de lissage sur la distribution des galaxies dans l'univers. Et justement, ce lissage, on peut essayer de le mesurer avec un instrument comme celui-ci. Donc là, un télescope, là, un quasar. Un quasar, c'est un des objets les plus lumineux qui existent dans l'univers. C'est un trou noir central de plusieurs millions de fois la masse du Soleil, autour duquel gravite un disque d'accrétion, donc de la matière qui tombe sur ce trou noir, se réémet dans des jets perpendiculairement à ce disque d'accrétion. Et les trous noirs sont tellement lumineux que ce sont les objets les plus lointains que l'on arrive à voir dans l'univers. Et l'intérêt d'observer ces trous noirs, c'est que non seulement ils sont très lumineux, ils sont très lointains. Donc la lumière qui nous parvient de ces quasars a traversé l'essentiel de la structure de l'univers pour parvenir jusqu'à l'observateur. Cet univers est essentiellement composé de gaz, d'hydrogène. Je parle au niveau de la matière visible. La matière noire, on espère que la distribution est comparable, justement. On utilise l'hydrogène, le gaz, comme traceur de la matière noire. Mais la matière noire, on ne la voit pas. C'est bien le problème de la matière noire. Mais l'hydrogène, lui, on peut le voir. Pourquoi? Mais parce que, toujours, c'est de la physique assez simple ici. Une des transitions fondamentales de l'hydrogène s'appelle la transition Lyman-alpha. C'est juste un changement de niveau électronique dans l'hydrogène. Cette transition Lyman-alpha, on la voit en émission dans le quasar. Ça, c'est la signature de l'hydrogène contenue dans le quasar. On la voit en absorption dans l'hydrogène. Et comme l'univers est en expansion, cette transition qui se produit à une longueur d'onde parfaitement déterminée est décalée vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers, comme par un effet Doppler, et elle est d'autant plus décalée que l'objet qui absorbe ou qui émet est lointain. Et donc en fait, cette absorption qui cause tous ces petits creux ici, ou l'émission ici par le quasar lointain, ça nous retrace toute l'historique de la distribution de l'hydrogène dans l'univers, jusqu'au quasar. Donc toutes les petites absorptions ici, ce sont les absorptions par l'hydrogène dont la position en longueur d'onde nous donne directement la distance de l'objet. Donc on a ici une carte à une dimension, le long de la ligne de visée, de la distribution de l'hydrogène dans l'univers. Ici c'est à une dimension, mais si on regarde plein de quasars différents, on construit les deux autres dimensions qui nous manquaient, les dimensions transverses, et donc on arrive avec cette observation du spectre des quasars à reconstruire la carte à 3 dimensions de l'hydrogène dans l'univers, donc de l'essentiel du gaz dans l'univers, et on espère par conséquent également de la matière noire dans l'univers, alors que la matière noire, on ne peut pas la voir. Donc j'ai juste un petit film ici qui vous montre le spectre que l'on aurait du quasar avec son émission Lyman-alpha ici en l'absence d'absorption. Vous avez le quasar ici, donc dans ce film que je vais tourner dans une seconde, on va voir la lumière qui est émise par le quasar traverser successivement différentes densités d'hydrogène, et à chaque fois qu'elle va traverser une densité importante d'hydrogène, on va voir les absorptions se créer à la gauche de l'émission Lyman-alpha, puisque ces nuages sont nécessairement toujours plus près de nous, et vous allez voir se construire ce qu'on appelle la forêt Lyman-alpha le long de la ligne de visée du quasar. Donc voici, comme promis, à gauche de l'émission Lyman-alpha du quasar, vous voyez ces absorptions qui continuent à se créer au fur et à mesure. Lorsque l'on traverse une surdensité particulièrement importante d'hydrogène, l'absorption peut même être complètement saturée, puis elle continue à créer cette forêt d'absorption ici. Cette forêt d'absorption nous permet de reconstruire la carte à 3 dimensions et que l'on va donc comparer aux simulations numériques pour savoir à quel candidat matière noire, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, elle est le plus comparable. Donc, on va avoir nos observations des quasars, nos simulations numériques. Alors ici, un cas extrêmement extrême de neutrinos stériles très très légers. Évidemment, l'univers ne ressemblant pas à ça, on sait que ces cas extrêmes sont exclus, mais c'est juste pour vous montrer le cas extrême. Là, c'est pour la matière noire froide, donc le cas typique que l'on attend si la matière noire est sous forme de WIMP. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans les balbutiements de cette approche, mais on commence déjà à pouvoir... Donc, on a exclu une bonne partie des neutrinos stériles.
ils sont mis en difficulté, c'est-à-dire que l'univers ressemble plutôt à un univers de matière noire froide, mais tout n'est pas exclu, et en fait on arrive encore à avoir des neutrinos stériles dont la masse serait suffisamment élevée pour qu'elles puissent néanmoins produire un univers qui soit comparable à celui que l'on observe. Je vous laisse souffler une seconde et on va aborder la dernière partie, c'est-à-dire la solution que j'ai appelée législative. Donc jusqu'ici, pour faire un petit résumé, tout ce qu'on a vu, c'est on a des preuves indiscutables qu'il y a un désaccord entre la masse gravitationnelle et la masse sous forme d'objets visibles dans l'univers, que ce soit à l'échelle des galaxies ou à l'échelle des amas de galaxies. Ce désaccord, on a essayé jusqu'ici, pendant les premières 40 minutes de cet exposé, de l'expliquer par des candidats matière noire, c'est-à-dire des particules, des objets qui peuvent expliquer ce désaccord par leur présence, c'est-à-dire on prend un certain nombre de particules, on les multiplie par une masse, ça nous fait la masse totale de matière noire sous cette forme de particules et qui pourrait expliquer ce désaccord. On a invoqué deux types de particules, les particules lourdes, qu'on associe à de la matière noire froide, les WIMPs, des particules très légères, les neutrinos stériles, qu'on associe à de la matière noire chaude ou tiède. Dans les deux cas, on a eu des indications possibles, des observations, que ce soit avec le satellite en rayon gamma Fermi, que ce soit les observations en X, qui pourraient s'expliquer par ces candidats matière noire, mais qui ont malheureusement également d'autres explications potentielles, plus astrophysiques, et donc on n'arrive pas encore aujourd'hui à trancher complètement entre ces deux approches, ces deux candidats de matière noire. Maintenant, la proposition que je vous fais, c'est d'aborder le problème sous une forme différente. Et si, au lieu d'expliquer ces désaccords par des objets qui nous expliquent la matière noire, on cherchait à remettre en question les fondements de la gravitation. Est-ce que des fois, ce ne sont pas nos lois de la gravitation qui sont à remettre en cause plutôt que les observations qu'il va falloir interpréter par trouver de la matière, en trouvant des objets qui vont remplir cette matière noire? Et donc, la dualité ici, est-ce qu'il s'agit de matière noire ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une modification des lois de la gravité? Alors, une modification des lois de la gravité, un des modèles qui a été le plus invoqué dans ce contexte-là, c'est le modèle monde. Ce modèle présente l'avantage indiscutable de pouvoir expliquer, par exemple, les courbes de rotation des galaxies spirales. Pourquoi? Parce que, selon ce modèle, la force de gravitation ne décroîtrait pas aussi vite avec la masse, donc ici avec le rayon, puisque est-ce que je dis une ânerie là? Non, c'est ça, c'est bien avec la distance. Ne décroîtrait pas aussi vite avec la distance que la théorie de la gravitation standard. Et donc, si elle ne décroît pas aussi vite avec la distance, au lieu d'avoir cette vitesse qui chute, ici selon le modèle keplérien standard, on pourrait avoir des vitesses qui continuent à être raisonnablement stables, comme le sont les observations. Et donc, selon la théorie de monde, on n'a plus besoin d'un halo de matière noire et on explique directement les observations. Alors ça, c'est bien beau. Le modèle est quasiment construit sur cette théorie, sur ce principe et ces observations de courbes de rotation. Est-ce qu'on peut confronter le modèle à d'autres observations qui permettent de savoir si le modèle tient la route ou si au contraire on a un problème avec ce modèle? Eh bien oui, on a vu au début de cet exposé le cas des amas de galaxies. Et on va voir qu'avec les amas de galaxies, on va pouvoir tester particulièrement bien cette idée de gravité modifiée. Un amas de galaxies, c'est une accumulation de galaxies telles qu'on le voit en optique, mais surtout, je vous ai dit que l'essentiel de la masse dans un amas de galaxies n'est pas dans les galaxies de cet amas, mais dans le gaz qui enveloppe l'ensemble de cet amas. Et vous avez donc ici le même amas de galaxies, donc c'est ce même carré-là, mais observé en rayon X, et où de nouveau, ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne s'agit pas d'objets individuels, mais d'un halo de gaz qui englobe l'ensemble de l'amas de galaxies. Et je vous avais mentionné que l'essentiel de la masse d'un amas de galaxies est sous cette forme de gaz. Il y a à peu près un facteur 10 entre la masse du gaz et la masse des étoiles qui composent la galaxie. Alors juste pour simuler maintenant une situation dans laquelle on va pouvoir tester ce modèle. Imaginez qu'on ait deux amas de galaxies qui vont entrer en collision l'un avec l'autre. Voici le premier amas de galaxies, le deuxième. Donc j'ai schématisé ici. Les galaxies, ce sont ces petites ellipses de toutes les couleurs.
Ce que j'ai représenté en marron, c'est le gaz qui est présent dans tous ces amas de galaxies et qui englobe l'ensemble des galaxies de l'amas. Et la courbe en pointillé bleu, c'est la distribution de masse de ces amas de galaxies telle qu'on pourrait la reconstruire au moyen des lentilles gravitationnelles dont je vous ai parlé également au tout début de cet exposé. Vous vous souvenez, ces arcs déformés autour des amas de galaxies qui sont la manifestation de la présence d'un objet massif en avant-plan et dont la distribution nous permet de reconstruire la masse de l'objet en avant-plan. Donc voici sur mes deux amas de galaxies qui maintenant entrent en collision. Donc que va-t-il se passer lorsque ces deux amas de galaxies entrent en collision? Les galaxies sont un amas de galaxies, d'un point de vue optique et juste des galaxies qui le composent, c'est essentiellement du vide. Les galaxies sont extrêmement éloignées les unes des autres. Même les étoiles d'ailleurs au sein d'une galaxie. Entre nous et notre étoile la plus proche, il y a 4,2 années-lumière. Vous vous rendez compte des distances, alors que sur Terre tout paraît extrêmement dense. Lorsqu'on regarde juste l'étoile la plus proche, il faut 4 années à la vitesse de la lumière pour y aller. Si on dispatchait toute la matière de l'univers de façon isotrope, on aurait un atome d'hydrogène par mètre cube. Donc essayez d'imaginer par rapport à la densité de la matière ici. Ça n'a absolument rien à voir. L'univers est vide. Donc même un amas de galaxies, les galaxies dans un amas de galaxies, elles sont extrêmement éloignées les unes des autres. Et donc après la collision entre ces deux amas de galaxies, les galaxies elles ne se sont même pas vues. Elles ont traversé comme ça et on retrouve toutes les galaxies de ce premier amas ici et toutes les galaxies de ce deuxième amas ici. En ce qui concerne le gaz, il y a un autre problème. Vous avez déjà essayé peut-être de faire passer de la fumée de cigarette, par exemple, à travers une pièce. La fumée, elle ne va pas traverser la pièce. Le gaz entre en collision avec l'air de votre pièce et va lentement diffuser, mais certainement pas traverser la pièce. Et cette diffusion du gaz va faire que le gaz, lui, lors de l'amas de galaxies, va se retrouver coincé dans la région centrale. Donc maintenant, à vous de travailler. Où se retrouve, si on peut reconstruire la distribution de masse de cette situation-ci, c'est-à-dire d'une région dans laquelle il y a eu une collision entre deux amas de galaxies, imaginez qu'il y a des galaxies en arrière-plan qui nous permettent de reconstruire la distribution de masse dans cette situation-ci, où va-t-elle se trouver? Autour des galaxies ou autour du gaz central? J'entends gaz, est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Tout le monde dit le gaz? Bon, alors vous avez vraiment bien suivi. Pas de souci. La distribution de masse se retrouve nécessairement au niveau du gaz, puisque je vous ai dit, le gaz est 10 fois plus massif que les galaxies qui composent l'amas. Donc là, on n'a pas de matière noire. Ceci est vrai qu'il y ait de la ceci est vrai même si les lois de la gravité sont modifiées. Parce que le fait que les lois de la gravité sont modifiées ne veulent pas dire qu'elles ne sont plus liées à la gravité. Qu'elles aient la même influence ou pas en fonction du rayon, elles restent liées à la masse. Donc que les lois de la gravité soient modifiées ou pas, ceci est toujours vrai. Et même dans un cas de gravité modifiée, comme monde, on doit retrouver l'essentiel de la masse dans la région où est situé le gaz. Maintenant, imaginons qu'on soit dans un cas où on est de la matière noire. Donc on oublie les lois modifiées de la gravité, on se remet dans l'interprétation principale de mon exposé, où on explique le désaccord par de la matière noire, qui est ici représentée par les régions grises. Donc on refait notre scénario de collision entre deux amas de galaxies. Donc pour les galaxies, rien n'a changé. Pour le gaz, rien n'a changé non plus. Qu'en est-il de la matière noire? Donc repensez à WIMPs, qu'est-ce que ça voulait dire? Objet massif interagissant faiblement, weakly interactive massive particle, particule massive interagissant faiblement. Interagissant faiblement, ça sous-entend qu'elle ne va pas interagir avec elle-même, notablement. Et donc la matière noire, on s'attend à la retrouver au même endroit que là où on a les galaxies suite à la collision de cet amas. Alors maintenant, si vous vous souvenez les rapports entre matière noire, masse de la matière noire, masse du gaz et masse de la galaxie. Dans cette configuration-ci, où s'attend-on à retrouver l'essentiel de la masse? Je n'ai pas entendu? Autour des galaxies, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, bien sûr, autour de la matière noire et donc autour des galaxies. On a là une situation qui nous montre clairement qu'on va pouvoir essayer il nous faut trouver cette situation-là dans l'univers et on va pouvoir conclure. Miraculeusement, on a plusieurs cas aujourd'hui où on a la preuve que deux amas de galaxies sont entrés en collision. Et voici des premières observations de ce type qu'on appelle le bullet cluster. Vous avez là un premier amas de galaxies, un deuxième amas de galaxies ici, et en rouge, ce sont les régions dans lesquelles on a pu observer grâce aux rayons X
la localisation du gaz. Vu la forme ici du gaz, on sait que l'amas de galaxies de droite est entré en collision et est en déplacement dans le sens de la flèche ici. Reste maintenant à faire une reconstruction des régions de masse autour de cette collision d'amas de galaxies. Je les représente ici en bleu. Et ce que vous voyez, c'est que la masse est située essentiellement autour des galaxies. Donc ce que ça veut dire, c'est que le décalage que l'on a entre les régions de masse et les régions de gaz ne peut pas s'expliquer purement avec de la gravité modifiée. Ce décalage-là veut vraiment dire qu'on a, a priori dans ce système-ci, des particules de matière noire qui permettent aux régions massives de se situer comme les galaxies et non pas comme l'est le gaz. Aujourd'hui, on arrive à avoir des modèles de gravité modifiée où on arrive à un peu mieux être en accord avec ce type d'observation, mais c'est néanmoins une indication très forte qu'il nous faut continuer à chercher nos candidats à la matière noire. Alors voilà, je suis désolée d'avoir parlé certainement encore beaucoup plus vite que vous ne l'auriez souhaité, mais je vous fais un petit résumé ici, comme on l'a vu. L'essentiel de la matière, pour 85% d'entre elles, semble être constitué d'une forme de matière noire, peut-être de modification en loi de la gravité, mais aujourd'hui, on a quand même de forts indices pour une existence d'une grande quantité de matière noire. On a des pistes sur plusieurs types de candidats, sans conclusion totalement fiable aujourd'hui, à moins que ce soit un mélange des deux, mais auquel cas, il faudrait vraiment trouver des candidats de matière noire très exotiques pour pouvoir expliquer que non seulement on est de la matière noire, mais qu'en plus de ça, elle arrive à la fois à avoir des propriétés qui ressemblent à de la matière noire chaude et à de la matière noire froide. Et sinon, comme Françoise vous le disait au début, j'aime beaucoup faire de la communication vers le grand public. Et si vous voulez d'autres anecdotes sur l'univers, vous pouvez en particulier en retrouver dans ce recueil d'histoires sur différents regards sur l'univers. Merci pour votre attention et bonne soirée. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà, on ne sait toujours pas ce que c'est, la matière noire, mais on en sait un petit peu plus quand même qu'au départ. Donc voilà, des questions ? Avec plaisir. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant pour un néophyte. Dans le cas des collisions, vous montrez un décalage entre la matière noire et le gaz, mais dans les collisions entre amas de galaxies, il y a quand même des déformations de certaines galaxies. Ah oui. Il y a des dans les collisions entre l'amas galaxies, oui. des galaxies qui sont oui, entrées oui. en collision, après la collision, sont un peu déformées. Alors, Est-ce que, oui. ma question, c'est est-ce que la matière noire est déformée immédiatement ou est-ce qu'il y a un petit décalage dans le décalage Alors les qui déformations... permettrait d'évaluer oui. les interactions. Alors, comme on ne voit pas la matière noire, ce n'est pas facile de répondre directement à votre question. Je vais répondre à une question un petit peu différente. Lorsque l'on a observé vraiment des déformations, c'est lors de collisions entre galaxies, où là, effectivement, on peut voir des jets d'étoiles, des antennes, des effets de marée absolument prodigieux qui peuvent s'étendre sur des distances bien plus importantes que la distance de la galaxie elle-même, la taille de la galaxie elle-même. Ça, ce sont effectivement des effets de marée qui proviennent de la collision directe entre deux galaxies et en particulier liés aussi au gaz qui est à l'intérieur de cette galaxie. Lors d'une collision entre amas de galaxies, on n'a pas aujourd'hui... Enfin, on peut voir si un amas de galaxies est équilibré au niveau de sa distribution des vitesses de déplacement des galaxies à l'intérieur de l'amas ou pas équilibré. Alors on appelle dans des termes, dans le jargon, virialisé, enfin qu'il suit une distribution de viriel ou pas. Cet équilibre de l'amas de galaxies nous permet de savoir s'il est récemment entré en collision avec d'autres amas de galaxies ou pas, mais on n'a pas en fait d'indication propre de la déformation de l'amas de galaxies, donc encore moins pour la déformation du halo de matière noire qui pourrait englober cet amas. Oui, bonjour. J'arrive pas tout à fait à comprendre par rapport à nous où commence cette matière noire, si elle existe, au-delà du système solaire, plus loin. Comment ça se passe? Est-ce que géographiquement, ça peut se définir?
Alors, cette question est très intéressante. Effectivement, on a l'impression qu'on parle de matière noire à grande échelle et que localement, il n'y en a pas, puisque les planètes tournent autour du Soleil avec rigoureusement la vitesse qui est calculée. Ce que ça signifie, ce n'est pas qu'on n'a pas de matière noire localement, mais que la matière noire localement est sous-dominante. Et ça, c'est associé au fait que l'on vit localement dans des surdensités très importantes. Et plus on commence à regarder à grande échelle, moins la surdensité est importante, et moins le contraste de densité entre matière noire et matière ordinaire est important. Et donc, en fait, la matière noire, elle est a priori omniprésente. On en a une même densité au sein du système solaire qu'on en a si on regarde une région lointaine dans un amas de galaxies. Mais au sein du système solaire, la masse du Soleil et des planètes sont tellement supérieures à la masse totale de la matière noire dans cette même région-là qu'on ne voit pas ces effets. Merci. J'ai lu qu'un de vos collègues du CEA, Gabriel Chardin, que vous connaissez certainement, a mis au point une nouvelle théorie qui se passerait de matière noire et même d'énergie noire. Alors, je lis, il considère que cet univers contient autant de matière que d'antimatière et que l'antimatière possède une masse gravitationnelle négative. Et à la suite de tout ça, il dit on n'a pas besoin de matière noire. C'est farfelu. Bon, Gabriel, c'est pas un farfelu, hein, en tout cas. Hein. Non, et qu'est-ce que vous pensez de son hypothèse? Alors, il est absolument fondamental que l'on continue à explorer toutes les pistes. Donc, il faut absolument, vu ce que je vous ai montré aujourd'hui, on n'a pas encore résolu le mystère de la matière noire et de loin. Donc, il faut absolument que toutes les pistes possibles soient explorées. Et les théoriciens s'en chargent sans aucune difficulté. On a beaucoup de modèles qui permettent de modifier les lois de la gravité et de tenter d'expliquer matière noire et énergie noire. La théorie Gabriel Chardin, effectivement, est une théorie quand même particulièrement originale parce qu'essentiellement, son univers est vide. Il a la même quantité de matière et d'antimatière, donc en moyenne, il a un univers vide. Ce qui pose quand même il a des hypothèses très très fortes sous sa théorie. Non seulement il a un univers vide, mais en plus il est obligé d'avoir une antimatière qui antigravite. Il y a des expériences aujourd'hui qui sont en cours de développement pour voir si l'antimatière gravite, c'est-à-dire tombe, ou antigravite, c'est-à-dire s'envole. Ces expériences... Absolument. Au CERN, il y a plusieurs expériences qui cherchent à voir si l'antimatière, donc déjà il faut créer de l'antimatière, donc de l'antihydrogène par exemple, il faut absolument qu'elle soit neutre, cette antimatière, parce que sinon toutes les forces électrostatiques vont dominer totalement sur la force de gravité. Ralentir de la matière neutre pour qu'elle n'ait plus de déplacement intrinsèque, c'est très difficile. Donc ces expériences, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on essaie de les mettre en place. Elles progressent, elles n'en sont pas encore à nous dire si l'antimatière gravite ou antigravite. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a une preuve quelconque qui va dans le sens de la théorie de Gabriel Chardin. C'est une théorie intéressante qui est, je dirais, qui est quand même très farfelue. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui croit, dur comme fer, que cette théorie va expliquer les observations. Mais il faut l'explorer, il faut tester ces modèles d'antigravité et puis voir ce que ça donne. Merci. Oui, bonjour madame. Bonsoir plutôt. Je voulais savoir si Euclide, qui va être lancé théoriquement en 2020 et va explorer une certaine période de l'univers, pourra montrer des images dont la morphologie pourra dire si c'est plutôt de la matière froide ou de la matière noire tiède. D'abord, oui. Je peux poser une autre question ? Bien sûr. Apparemment, la solution, avec ce que vous avez dit sur les amas de galaxies, leur collision, oriente plus vers une solution ontologique que législative, disons. Dans ce cadre, il faut revenir au début de l'univers, voir dans les particules, les tout premiers instants de l'univers. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a eu des modèles qui mettent en relation des trous noirs primitifs et la matière noire, et si oui, lesquels ? Alors, votre question, c'est quasiment l'année complète de conférence jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais essayer d'aborder quelques points, mais je ne vais pas pouvoir répondre dans l'intégralité. Donc, effectivement, je vous ai montré que le modèle le plus simple de gravité modifiée est exclu par cette collision d'amas de galaxies. Il y a des modèles beaucoup plus complexes qui ne sont pas exclus de façon aussi flagrante que celui que je vous ai montré là.
Donc dès lors qu'on se tourne vers une formulation où on cherche des candidats matière noire, il faut effectivement se tourner vers la physique des particules, vers les premiers instants où on espère que toutes ces particules aient coexisté. Le WIMP est un des cas. Le neutrino stérile, c'est une autre particule qui, elle, a pu être créée ultérieurement dans l'histoire de l'univers parce qu'elle est créée à partir de particules déjà existantes. On a beaucoup d'autres modèles de particules qui sont aujourd'hui invoqués, surtout depuis que les WIMPs n'ont pas eu les retombées qu'on attendait. Le miracle WIMP et l'explication de toute la matière noire sous la forme des WIMPs qui a perduré pendant plusieurs décennies et qui ne s'est pas vu concrétiser puisqu'on n'a pas découvert les WIMPs ni au LHC ni dans ces détecteurs de WIMPs, on se tourne aujourd'hui vers d'autres candidats. Donc les neutrinos stériles en sont un. Je vais juste donner quelques exemples. On parle de matière noire, de fuzzy dark matter, on parle d'actions qui pourraient aussi être des particules qui expliqueraient la matière noire. Ce sont des candidats plus récents, qu'on avait pu avoir invoqués plus tôt, mais devant la suprématie WIMP, on ne les avait pas explorés. Donc aujourd'hui, on cherche à voir si ces nouveaux candidats de particules pourraient expliquer la matière noire ou pas. On les sonde en particulier par leurs propriétés thermiques, c'est-à-dire effectivement par les études pour voir si la matière noire semblait plutôt froide ou plutôt chaude, et ces candidats se classent dans ces différentes catégories-là. Donc oui, on se tourne vers les premiers instants, les candidats de particules, et il y a vraiment un champ d'exploration qui est très très vaste sur ce plan-là. Pour le cas particulier d'Euclide, donc Euclide c'est un satellite dont le lancement est prévu aujourd'hui pour 2022. Donc je dis aujourd'hui parce qu'un satellite c'est un projet très long terme, mais quand on a commencé à parler d'Euclide, il aurait déjà dû être lancé. Donc il verra le jour, il progresse. Maintenant, quand la date de lancement effectif sera, c'est bon, à 1 ou 2 ans près, c'est autour de 2022. Un des objectifs fondamentaux d'Euclide, c'est de sonder la matière noire et l'énergie noire. Effectivement, en s'intéressant à une période particulière de l'univers, juste parce qu'il s'intéresse à des objets donnés qu'on observe à une distance particulière. Et comme la lumière se propage à vitesse finie, observer des objets à une distance donnée, ça veut dire en fait les observer dans le passé à une époque donnée. Donc oui, Euclide s'intéresse à une époque particulière dans l'histoire de l'univers. En gros, lorsque l'énergie noire a pris le dessus, alors l'énergie noire c'est toute notre histoire, on n'en parlera pas aujourd'hui. Juste pour rester sur la partie matière noire, Euclide en particulier va particulièrement s'intéresser à toutes ces déformations d'arc gravitationnel que j'ai mentionnées, qui sont très difficiles à observer depuis la Terre, parce que comme il s'agit d'observer des petites déformations, toute déformation, aberration atmosphérique va perturber ces images-là et donc rendre l'image plus difficile à analyser. Dans l'espace, on n'a plus d'atmosphère, donc c'est l'endroit idéal pour faire ces mesures de déformation gravitationnelle. Donc Euclide est vraiment l'instrument idéal pour faire ces mesures de déformation gravitationnelle et par conséquent des mesures de masse d'un grand nombre d'amas de galaxies et qu'on va pouvoir de nouveau confronter à la partie visuelle, à des théories qui vont modéliser cet amas de façon beaucoup plus fine et on aura des images beaucoup plus précises et donc, espérons-le, on va pouvoir affiner nos théories de la gravité, de gravité modifiée ou de matière noire sur ces différentes observations. Voilà, je pense que je m'arrêtais là parce que vos questions couvrent un domaine très très vaste. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question qui rejoint un peu la question géographique qui a été posée tout à l'heure parce que j'ai entendu qu'on avait observé des galaxies qui étaient dépourvues de matière noire. C'est le cas, je suis content de votre confirmation déjà. Et comment ça a été détecté déjà et quelles sont les premières pistes d'explication sur ces galaxies qui sont manifestement dépourvues de matière noire? Alors, comment on peut savoir si une galaxie est dépourvue ou pas de matière noire? C'est en fait de la même façon que l'on se rend compte qu'on a un besoin de matière noire, c'est-à-dire avec une comparaison dynamique passive, c'est-à-dire comparaison entre des vitesses et la reconstruction de la masse sous forme d'étoile. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a des vitesses qui finalement collent avec la distribution lumineuse et par conséquent on n'a pas besoin de masse dans ces galaxies-là. Alors, il y a plusieurs explications possibles. La communauté n'est pas encore d'accord aujourd'hui, parce qu'il y a eu des observations très récentes, effectivement, sur des galaxies dépourvues de matière noire, dans des cas où on n'avait pas imaginé que ce soit le cas, pour certaines galaxies où on n'avait pas prévu qu'elles soient dépourvues de matière noire. La communauté n'est pas encore en accord sur les explications, mais juste pour vous donner un exemple,
on peut effectivement avoir des cas où soit il y a eu une flambée stellaire qui a... non, attendez. On peut dépourvoir une galaxie de matière noire justement par des effets de marée, comme on l'avait mentionné, lors de collisions entre galaxies. Bon, il existe des phénomènes où on pourrait voilà, dénuder une galaxie de sa matière noire. Pour les cas qui ont été observés récemment, on n'a pas de consensus aujourd'hui. Une seconde question naïve. Si la matière noire est beaucoup plus importante gravitationnellement que la matière visible, pourquoi ne s'effondre-t-elle pas localement? Alors, Je dirais plus vite que la matière visible, mais la matière visible est en enfin, toute la matière est en expansion. Oui, toute la matière est en expansion. Peut-être pas s'effondrer, mais être moins rapidement en expansion, puisqu'il doit y avoir une gravitation sur elle-même. Il y a une gravitation sur elle-même, et de fait, l'effondrement de la matière noire sur elle-même est fondamental pour expliquer la formation des galaxies. Aujourd'hui, on n'arrive pas à former des galaxies s'il n'y a pas de la matière noire au sein des galaxies. C'est-à-dire que les puits de potentiel dominants de la matière noire sont nécessaires pour que les étoiles tombent dans ces mêmes puits de potentiel pour former les galaxies. Donc elles s'effondrent. Maintenant, on le voit aussi dans les films. D'ailleurs, la plupart des simulations que je vous ai montrées, ce sont des simulations de matière noire, pas de galaxies. Et donc, elles s'effondrent bien sur elles-mêmes. Maintenant, tout ça, c'est hypothétique, puisqu'on n'a pas observé véritablement des cartes de matière noire dans l'univers. On commence par les lentilles gravitationnelles, mais pas avec une grande précision aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Donc on observe des vitesses 100 fois supérieures que ce qui est prévu. Comment on sait que ce n'est pas un biais de mesure en fait? On fait des observations extrêmement lointaines, on voit des écarts très importants, et comment on sait que ce n'est pas notre niveau technologique qui fait que on a une précision qui n'est pas au rendez-vous voilà, par rapport au phénomène qu'on veut observer? Justement, parce que vous avez vous-même donné la réponse à votre question. Toutes les mesures sont associées avec une barre d'erreur, une précision de cette mesure que l'on peut quantifier, soit par de la dispersion, quand on fait, par exemple, on prend 500 étoiles à un endroit donné, chacune on a une vitesse qui est associée à une certaine barre d'erreur, seulement quand on fait les 500 et qu'on voit qu'elles sont toutes dans cette région-là, on fait la moyenne entre elles, la barre d'erreur elle est divisée par racine de 500, et à la fin on a une courbe qui est beaucoup plus lisse. Donc en fait on doit nécessairement sur toutes ces observations-là connaître la précision de nos mesures. Et cette précision-là, on peut la mesurer statistiquement, on peut la calibrer avec des instruments. Et donc, on sait aujourd'hui que les observations dans les barres d'erreur que l'on a sont incompatibles avec la théorie. Et c'est pour ça que l'on peut vraiment affirmer qu'il y a un désaccord. Sinon, bien entendu, on pourrait avoir des observations qui soient complètement farfelues, mais si les barres d'erreur englobent la théorie, ce ne serait pas une découverte. Bon, à moins qu'il y ait une dernière question très très brûlante, on va peut-être quand même s'arrêter là. Non? Alors merci beaucoup Nathalie. Et rendez-vous dans un mois.